Ben là. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à ce 7e épisode de Ben là. Ben là. Et cette semaine, on va parler de santé physique et d'hygiène de vie. Ben là. Ben là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis qu'on est obligé d'être confiné, depuis qu'on est obligé de suivre des cours à distance, qu'on est obligé de faire du télétravail, je trouve qu'on bouge moins. Tu sais, l'activité physique est moins évidente à faire. Le divan nous appelle, la télé nous appelle, les croustilles et les cochonneries nous appellent également, ce qui fait en sorte que, bon, des fois, sur le plan de l'alimentation et de l'hygiène de vie, on respecte pas nécessairement ce qu'on devrait faire. Donc, je trouvais le sujet quand même intéressant de dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Ça serait quoi les meilleurs trucs qu'on pourrait mettre en place pour peut-être se reprendre en main, tu sais, pour recommencer à bouger, recommencer à dire, bon, je vais réajuster mon hygiène de vie, puis je vais finir, entre autres, la session et la période qu'on a comme ça à faire d'une meilleure façon. Pour être capable de parler du sujet, il y avait un nom qui m'est venu en tête. C'est un professeur ici du Cégep de Chicoutimi en éducation physique qui est très dynamique. Quelqu'un que depuis que je le côtoie, j'ai tout le temps trouvé inspirant, tout le temps impliqué dans des événements sportifs pour essayer de faire bouger la communauté. C'est mon collègue Pascal Morin. Alors, j'ai dit, Pascal, j'aimerais ça que tu viennes nous parler de comment est-ce qu'on pourrait bouger, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment à distance, dans un contexte d'enseignement à distance où ce que les étudiants sont obligés de faire énormément d'heures d'écran. Et là, bien sûr, je lui ai demandé de venir nous parler de ça, de venir nous parler également d'hygiène de vie. Alors, ça se trouve à être notre invité de la semaine, notre ami Pascal Morin. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, cette semaine, à Ben Lala, on reçoit un professeur, un collègue au Cégep de Chicoutimi, Pascal Morin. Alors, Pascal, merci premièrement d'avoir accepté de venir parler à nos étudiants et aux auditeurs de Ben Lala. Donc, Pascal, j'aimerais ça pour commencer, que tu puisses te décrire qui tu es, qu'on puisse comprendre quel est le personnage qui est dans cet univers de podcast aujourd'hui. Alors, salut Benoît. Avant de commencer, je tiens à te féliciter pour ton initiative. C'est extraordinaire. Hein? Je sais que tu n'aimes pas ça que je te dise ça, mais je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que ça me fait plaisir de participer à cette rencontre. Donc, Pascal Morin, le personnage commence à être connu pas mal au Cégep de Chicoutimi. Je suis enseignant en éducation physique ici depuis 2004, donc ça fait environ une quinzaine d'années. Prof qui est passionné par ses élèves, qui est allumé par ses élèves beaucoup, que ses élèves lui en donnent beaucoup. Alors, il en demande beaucoup à ses élèves aussi. Je suis un ancien du Cégep de Chicoutimi en plus, dans les années 90, début 90. Je suis bachelier en sciences d'activité physique et en éducation physique. Donc, j'ai deux passions de la vie. J'ai mes élèves, je n'ai plusieurs, mais par rapport à mon travail, j'ai mes élèves, puis j'ai l'entraînement, puis je réussis avec mon milieu ici au Cégep de Chicoutimi à combiner tout ça, impliqué dans mon enseignement, impliqué aussi dans notre programme de santé globale au Cégep. J'essaie de faire bouger le plus possible la communauté, d'instaurer un petit peu les saines habitudes de vie, donc participer à ces changements-là. C'est pas toujours facile, mais je vous dirais que ça a tendance à évoluer quand même pas mal à ce niveau-là. Écoute, Pascal, je me permettrais une petite question. Tu m'as surpris avec ton commentaire. Je vais te surprendre avec une question piège. Avant de tomber dans ce qu'on voulait parler aujourd'hui, comment tu vois ça, toi, l'enseignement physique, en fait, l'enseignement de l'éducation physique à distance, comment tu vis ça, toi, de ton côté? Je vous dirais que très honnêtement, la transition s'est faite avec certaines petites problématiques. Je te dirais plus au niveau de la conception que moi ou que nous, les profs d'éducation physique, on a comme tel sur l'enseignement de l'éducation physique. Pour nous, c'est un engagement du corps qu'on peut témoigner lorsqu'on est avec les élèves. Mais ça, je trouve que c'est la vieille manière de penser. Vous savez, l'éducation physique à distance dans le milieu collégial se fait depuis des années. La majorité des enseignants au Québec sont clairement positionnés contre cet aspect-là parce que c'est un peu difficile de valider à distance. Une certaine clientèle peut très bien le faire. Et moi, étant dans ce gang-là, il y a quelques sessions, j'ai ouvert un petit peu
mon opinion par rapport à ça. Pour l'avoir expérimenté, on utilise beaucoup Zoom ici au collège. Fait que j'ai fait cet hiver des entraînements sur Zoom. Et surprenamment, et je lance ça dans la cour des élèves, là, les élèves ont été impeccables, ont été irréprochables dans la manière de faire les choses. Et nous, on a recommencé il y a quelques semaines en présentiel ici et on a vu les impacts que ça a eu aussi, de ne pas les laisser aller complètement à eux-mêmes parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes ont encore besoin d'être accompagnées. C'est un compromis qui se fait, mais je crois qu'il y a encore beaucoup, sinon la majorité d'étudiants qui sentent le besoin de faire ça sous forme de groupe. Vous savez, c'est très populaire dans les salles d'entraînement, les plateformes Internet, le regroupement derrière, je n'en parlerai tout à l'heure dans les petits trucs. Donc, la majorité des élèves ont besoin d'être avec nous. Sauf que nous, ce qu'on essaie de faire, dans notre cheminement au collégial, c'est tranquillement, pas vite, leur donner les outils pour qu'ils puissent le faire par la suite. Il y en a qui vont continuer à faire les choses par eux-mêmes, qui le font probablement déjà. Et il y en a d'autres qui vont préférer s'inscrire dans un groupe de course, un groupe de vélo, aller chez différents centres d'entraînement. Donc, c'est une belle expérience. Je te dirais, voir un petit peu comment les gens réagissent à ça. Il y a des problématiques au niveau, ce que je faisais, je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour faire autrement? Entre autres, ça, c'est une solution au lieu de tout abandonner complètement. Donc, il y a des alternatives. C'est là que nous, on devient utile quand on demande aux jeunes, aux gens de faire des choses à la maison. Et qu'est-ce que je fais à la maison? Je n'ai pas de matériel. Comment je structure mes choses? Donc, les capsules, comme tu fais en ce moment d'ailleurs, et ça a explosé les entraînements en ligne là, dans la dernière année. Mais c'était là avant. Donc, maintenant, je crois que les gens vont avoir vécu cette période-là. Il y a du positif qui va ressortir. Il n'y a pas juste du négatif. Moi, je crois beaucoup à cet aspect-là. Puis, en même temps, comme je te disais tantôt, hors onde, moi, ça m'a déstabilisé un petit peu. Ça m'a permis de réajuster un petit peu ma vision de l'éducation physique. Puis, je crois que ça va changer un peu ma manière de l'enseigner dans les prochaines années. Super. Poursuivons justement sur cette lancée-là. On t'entend parler, Pascal, depuis le début. Mes élèves. Dans le fond, j'aimerais ça que tu me fasses ton top 5 parce que là, dans le fond, on a comme les étudiants sont devant leur écran, sont devant leur Xbox, sont devant la télé. Le temps d'écran a explosé de façon phénoménale. Donc, dans le fond, ce que je voudrais te demander, c'est d'être capable de savoir, c'est quoi ton top 5 qui va faire en sorte que les étudiants peuvent bouger un peu plus, les faire bouger. Bref, tes 5 recommandations, tes 5 meilleurs trucs finalement que tu recommanderais aux étudiants. Alors, je te laisse aller. Numéro 5. Que ce soit dans la situation actuelle où on est beaucoup devant les écrans ou dans une situation où on est moins sur les écrans, je te dirais que ça revient pas mal du pareil au même. Le premier élément serait être planifié. Donc, ce n'est pas nécessairement être un control freak, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais de savoir un petit peu là, qu'est-ce qui s'annonce durant la semaine pour être capable de placer les moments où je veux être actif, où je veux m'entraîner, où je veux aller marcher, où je veux faire telle affaire. Ça fait que quand on est en contrôle de ça, puis on met nos priorités souvent en premier dans l'agenda. Tu sais, ce qui va rentrer en premier dans l'agenda, en tout cas, moi, c'est le cas, c'est mes cours, donc c'est le travail. Après ça, c'est les enfants, plus que les enfants, mais pour les élèves, c'est le petit boulot qui est en parallèle des études. Puis après ça, c'est l'entraînement. Donc, tout dépendant de la priorité que vous accordez à ce moment-là, si vous le placez dans votre horaire, ça devient un rendez-vous avec vous-même. Fait que je crois que de planifier où vont aller les choses vous permet de dire que là, je ne suis pas disponible. Malheureusement, j'ai planifié d'aller faire un entraînement, une séance de Zumba. Donc, il va falloir se voir à un autre moment. Donc, déjà, dans cette structure-là, l'élève va avoir des arguments pour aller faire son activité. Parce que, tu sais, la majorité du temps, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas bouger. D'accord? Mais quand c'est une priorité... Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, non. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais écoute, même moi, des fois, tu sais, j'hésite à dire non, mais parce que je veux pas que ça ait l'air égoïste, mais moi, je suis très clair avec mes élèves. Il y a des moments dans la semaine où je suis au collège, mais je ne suis pas disponible. Je m'occupe de moi, je m'entraîne. Fait que ça c'est clair. Puis ça, ils le respectent aussi. Donc, c'est une belle manière de faire. Moi, ça serait ma première chose à régler qui serait dans le top 5.
Numéro 4 serait de trouver une activité qui est facilitante, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps pour de passer du travail à la pratique de votre activité. Honnêtement, je m'aperçois que dans la situation actuelle, pour ceux qui font du télétravail, qui sont à la maison, soit les étudiants, les employés, c'est le commentaire que j'ai souvent, l'efficacité dans les déplacements puis le temps investi. Vous n'avez pas à prendre votre véhicule le matin, vous déplacez à tel endroit. Et de trouver une activité qui est économique en termes de temps investi versus les bénéfices, où vous n'avez pas nécessairement beaucoup de matériel ou de déplacement à faire. Bon, je vous donne un exemple très simple, que ce soit la marche, la course à pied, les entraînements sur les plateformes en ligne, où vous n'avez pas à mettre le vélo sur le véhicule, à mettre les skis sur le véhicule, vous déplacer. Ça peut être une solution lorsqu'on trouve qu'on manque de temps dans la journée, parce qu'assez rapidement, un entraînement de 30-35 minutes peut devenir 1 heure si on a les déplacements, tout ça, en plus de la douche par la suite. Donc, ça peut être plus économique à ce niveau-là. Puis aussi, facilitante, mais qu'on aime faire. Si on aime faire une activité qu'elle ne nous est pas imposée, souvent, ça va perdurer dans le temps aussi. Numéro 3. Dans un contexte, là, j'ai listé éliminer la compétition avec les autres. On parlait beaucoup de le phénomène de groupe, de s'entraîner en groupe, que c'est encourageant, stimulant. Nous, on le vit au quotidien dans nos groupes ici au collège, même dans la salle d'entraînement. Lorsque vous vous entraînez ou vous êtes actif, vous le faites pour vous et par vous-même et pour vous surtout. D'arrêter de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, le pourquoi de l'autre fait quoi, pourquoi il est rendu là. Malheureusement, c'est une bataille que vous allez perdre tout le temps. Il y a toujours, et je tiens à vous le confirmer, il y aura toujours quelqu'un de plus performant que vous, mais il y aura surtout des gens qui seront sédentaires et qui ne feront rien. Fait que, la compétition, je trouve que c'est une approche malsaine au niveau de la pratique de l'activité physique, de jamais être satisfait de l'effort qu'on met. La seule personne qui peut évaluer la qualité de l'entraînement que vous faites, c'est vous. Là. Si vous le savez à la fin de votre entraînement, si vous avez donné ce que vous avez donné ou non. Donc, souvent, ce que je dis à mes élèves, mettez vos œillères, faites votre petit travail, puis ça va être suffisant comme ça. Mais tu sais, Pascal, peut-être un truc qu'on pourrait leur donner aussi, à la place de prendre un selfie ou une photo de vous en train de vous entraîner sur Instagram, prenez donc une photo de vos chaussures, de l'activité que vous faites. Ça va peut-être être moins comparatif, moins comparant avec les autres, puis ça va peut-être être plus encourageant également. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien, je suis un peu biaisé par rapport à ça parce qu'on utilise une plateforme en ce moment qu'on leur demande de prendre des photos, mais ça c'est d'autres choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend toujours la raison pourquoi on publie l'information. Hein. Est-ce que c'est pour dire à tout le monde qu'on s'entraîne? Si c'est dans ce sens-là, n'utilisez pas Instagram, n'utilisez pas Facebook, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour... Vous êtes dans un groupe et vous voulez encourager des gens en leur montrant que toi, tu le fais aussi. Ça, moi, je trouve que c'est une belle alternative. Mais vous n'avez pas à justifier à personne ce que vous faites. Vous êtes la seule personne à décevoir ou à faire plaisir. C'est vous-même. Ça fait que si vous mettez une photo sur Internet, pensez à la raison pourquoi vous le faites aussi. Encore une fois, je parlais des groupes tout à l'heure. Les entraînements en groupe, c'est toujours plus facile quand on est entouré de gens qui nous ressemblent dans nos valeurs, dans nos priorités. Si pour vous, l'activité physique, vous voulez que ça devienne une priorité, bien, le contexte familial, votre conjoint, votre conjointe, votre blonde, votre chum, vos amis, si les gens autour de vous sont actifs, bien, première des choses, c'est quand vous allez leur sortir de l'argument de « je ne peux pas te voir ce midi, je m'entraîne », il n'y aura pas de destination, ils vont te respecter, ils vont peut-être même vouloir se joindre à vous dans ce sens-là. Les gens qui vont être autour de vous vont valoriser ce que vous faites. Donc, vous n'aurez pas besoin de mettre de photos pour prouver que vous le faites parce qu'ils vont être fiers de vous dans ce sens-là. Puis quand vous allez avoir des moments un petit peu plus difficiles, vous allez sentir un soutien. Tu sais, que je parlais des amis, je parlais de la famille. C'est toujours plus facile quand on a des périodes difficiles. Tu sais. Bien, écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début du top 5.
la seule personne que vous avez à tenir compte quand vous entraînez, c'est vous. Ça fait qu'à toutes les fois que vous investissez 1 minute, soyez extrêmement fiers du temps que vous prenez pour le faire. Parce que déjà là, c'est une réussite. Vous savez, un faible pourcentage de la population est suffisamment active. Peu importe le type d'activité que vous allez faire, si vous prenez le temps, c'est parce que vous jugez que c'est important. Et moi, c'est l'image que je vois quand les gens sont actifs, c'est qu'ils sont importants. Vous savez, s'il y a des étudiants qui écoutent le podcast, Benoît, je pose la question à mes élèves, qui est la personne la plus importante dans votre vie? Malheureusement, j'ai encore beaucoup d'élèves qui hésitent, alors qu'ils devraient répondre d'emblée, c'est moi. Pas c'est moi, Pascal, là, mais c'est moi, l'étudiant, qui est le plus important. Alors, si votre réponse est rapide, et c'est ça la réponse, assez facilement, vous allez prendre du temps pour vous occuper de vous-même. Et c'est ça l'activité physique. Hein? Je fais souvent, c'est drôle parce que je parle un gars de chiffre en ce moment, je fais souvent le parallèle entre les REER puis l'activité physique. Assez tôt, comme travailleur, on commence à investir pour la retraite. Donc, on investit sur ce qu'on va avoir dans nos poches pour pouvoir profiter de la vie un petit peu. Mais le plus bel investissement à faire, puis assez tôt, c'est le capital santé. Donc, si vous n'investissez pas suffisamment à ce niveau-là, peu importe les sous que vous allez avoir à votre retraite ou dans le futur, vous ne pourrez pas faire les activités que vous voulez faire parce que votre corps ne suivra pas. Donc, soyez fiers. C'est vrai, soyez fiers de ce que vous faites. Ouais. Tu as vraiment raison. Écoute, c'est des fois c'est parce que quand on ambitionne, puis quand dans le fond, on fait comme hypothéquer. Hein. On n'investit pas. On n'investit pas. On hypothèque le futur en restant inactif. Puis, tu sais, moi, je suis pas vraiment un bon exemple parce que j'ai déjà bougé. Je bouge des fois de façon je dirais, je ne veux pas dire temporaire, mais tu sais, c'est sporadique. Sporadique, exactement. Ouais. Donc là, je viens de recommencer, mais tu sais, il va falloir que je trouve le moyen de maintenir ça. L'an dernier, avant la pandémie, ça a bien été. J'ai terminé mon entraînement peut-être à fin avril. J'avais atteint des bonnes habitudes. J'avais perdu au-delà de 20 livres. La vie était belle. Mais je m'étais quand même choisi, mais autrement. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que j'aime vraiment ce que tu dis par rapport à l'investissement parce que c'est vraiment pour le futur. Puis possiblement que revenir à 20 ans, j'aurais investi physiquement différemment que ce que j'ai fait. Mais c'est surprenant, Benoît, par contre, avec toutes les informations qu'on a en ce moment que les jeunes ont, vous savez, quand on les martèle depuis le primaire, en tout cas, les profs d'éduc, on les martèle depuis le primaire avec les saines habitudes de vie. Puis tant que comme nous, là, comme adultes, tu n'as pas vécu les impacts négatifs des mauvaises habitudes de vie, souvent la prise de conscience, elle se fait après. Fait qu'il faut avoir, faut avoir comme atteint un certain niveau d'inconfort dans notre corps pour prendre conscience que, là, c'est le temps que je m'en occupe un petit peu. Il y a une différence entre, comme tu dis, de manière sporadique, ça arrive souvent, c'est cyclique, les gens, à certains moments, vont manquer de temps un petit peu, ça fait qu'ils font le focus sur d'autres choses. Mais quand ce cycle-là, ça s'arrête, ça se met sur pause pendant 10 ans, c'est là que ça devient problématique. Là. On n'a pas, et on n'a pas à se reprocher d'avoir des mauvais comportements. Au contraire, on doit se baser là-dessus pour dire, bon, qu'est-ce que je peux changer pour que ça s'améliore? Parlons-en justement des saines habitudes de vie. En passant, merci de nous avoir partagé ton top 5 là, je dirais des trucs, des éléments à considérer pour bouger en quelque sorte, pour changer aussi notre mindsetting. Là, je ne sais pas trop comment le dire là, face aux écrans, nos habitudes face aux écrans. Mais transposons ça maintenant dans les saines habitudes de vie. Tu en as parlé, tu as mentionné entre autres de se choisir, de faire des choses dans le fond pour nous-mêmes, par rapport à l'entraînement, tout ça, demander l'appui aussi des gens alentour de nous. Mais sur le plan des saines habitudes de vie, là, c'est tellement facile. Tu arrives, puis tu ouvres le frigo, tu peux manger des choses faites rapidement, tu peux prendre l'alcool, dans le fond, quand tu veux, en quelque sorte. Tu es tout le temps chez toi. Fait que, quels seraient tes trucs, là, dans le fond, ou en fait, quel serait ce que tu pourrais nous dire par rapport aux saines habitudes de vie qui serait facile à appliquer dans notre quotidien, que ce soit en téléenseignement, téléapprentissage, télétravail? Encore une fois, je pense que la routine, la planification devient importante. C'est sûr que ça peut sembler plate pour certains, le mot routine, là, mais ne serait-ce que
qu'on soit au travail physiquement ou au travail à la maison, pour les élèves, c'est plus le travail, l'équivalent de l'étude, bien, s'établir un horaire de fonctionnement au niveau de l'alimentation, le déjeuner, le dîner, le souper, de le garder sensiblement dans les mêmes périodes, puis de s'imposer des arrêts quand on arrive à des moments conflictuels. Et quand on est supposé de finir d'étudier vers 5 heures, puis de manger, puis on continue à étudier, puis là, il est rendu 8 heures, puis on n'a pas mangé encore. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a tellement faim qu'on va se gaver, alors que si on prenait une petite pause de 30 minutes, on mange, ça nous fait en même temps un repos par rapport à l'écran, et on revient à l'écran, puis on est plus fonctionnel, ou on retourne au travail, puis on est plus fonctionnel. L'aspect alimentaire va faire que probablement que la quantité de nourriture demandée au souper va être moins grande. Fait que l'aspect de routine, de garder ce petit comportement-là peut être intéressant. Je te dirais que les habitudes de vie, c'est toujours un terrain glissant, là, à savoir, est-ce qu'on se prive complètement de certaines choses? Est-ce qu'on doit focusser sur l'annulation complète d'une consommation X? Moi, je suis jamais dans un peu, on parle souvent de l'alimentation, mais on pourrait y aller avec l'alcool, avec la drogue, maintenant que la SQDC qui met ça accessible en tout temps. Il n'y a rien qui est nocif si c'est fait de manière non abusive. D'accord? Je ne m'étalerai pas sur la consommation de drogue non plus, là. Je ne partagerai pas mon opinion avec ça, mais n'importe quoi qui va être fait en abus, l'alimentation, l'alcool, le manque de sommeil, la cyberdépendance, le surentraînement, s'entraîner trop, ça peut être aussi nocif aussi, là. Donc, il faut être capable de doser à partir de où ça devient problématique. Tu parlais tantôt du facteur temps. On parle souvent de l'aspect alimentaire. Oui, le frigo est toujours disponible, mais il y a toujours moyen d'avoir des choses qui sont intéressantes dans le frigo. Si on pense cuisiner seulement pour un repas, bien, pourquoi ne pas cuisiner en double et d'avoir 2 repas qui seront de qualité en ayant des restes par la suite? L'alcool, est-ce qu'on a besoin systématiquement d'en prendre à tous les jours? La raison pourquoi on le fait, est-ce que c'est pour évacuer des choses? C'est la même chose un peu pour la consommation de drogue ou pour la cyberdépendance. Est-ce qu'on fuit des choses? C'est peut-être aussi un bon moment actuellement pour se poser des questions sur qui on est puis nos priorités sont où. Vous savez, le commentaire, Benoît, que j'ai dit à beaucoup d'élèves en ce moment puis que j'explique la situation actuelle, c'est qu'en ce moment, on voit beaucoup l'essence de comment est l'individu, comment est l'être humain et où sont ses priorités avec ses forces et ses faiblesses aussi. Je pense qu'il faut être dans une période de questionnement, pas tout le temps se questionner, puis surtout pas tout le temps se critiquer. On peut toujours faire les choses mieux, ça peut être pire aussi, mais on veut toujours aller de l'avant à ce niveau-là. Donc, au niveau des habitudes de vie, quand on regarde, faut pas se flageller parce que quand on regarde tout ça, on fait hey, j'ai vraiment pas des bonnes habitudes de vie. OK, là, la réponse est OK, j'ai des changements à faire. Mais on y va étape par étape. Des habitudes de vie, des habitudes, c'est un comportement. Un comportement, au niveau behavioriste, ça prend 4 à 8 semaines avant de l'installer. Ça fait que si on veut changer du tout au tout, bien, on devient complètement une autre personne en l'espace d'une journée ou 2. On n'est pas à l'aise dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça fait que ces changements-là ne durent pas longtemps. Souvent, c'est ce que je vais dire à mes étudiants. Cible une petite affaire que tu veux changer. Quand tu sentiras que c'est changé, que tu es en maîtrise, que tu y penses même plus, que c'est un automatisme, on peut dire que c'est un dossier qui est réglé. Tu vas continuer à le gérer de cette manière-là. Là, tu peux mettre un focus sur d'autres choses. Donc un pas à la fois. Oui, c'est ça. Oui. Capable d'éviter les extrêmes. Dans ce que tu dis, je retiens beaucoup justement cet aspect d'éviter le surménage, le surexcès, le surentraînement, la surconsommation, que ce soit de bouffe ou autre. Oui. De trouver ce fameux point d'équilibre-là qui peut être différent d'une personne à une autre, mais qui fait en sorte qu'il ne faut pas non plus tout est bon d'abord que c'est bien dosé, qu'on ne tombe pas dans l'excès. Dans le fond, c'est un peu ce que je retiens de ce que tu dis. Bien, exactement. Puis c'est drôle parce que c'est ce que j'ai oublié de mentionner tantôt quand
je donnais les 5 trucs, là, le top 5. Là. Dans le dernier, je vous ai mentionné être fier du temps investi. Puis je disais aussi un petit peu plus tôt de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Bien, ce qu'on veut, c'est avancer. Donc, on ne veut pas que personne nous ralentisse non plus. Ça fait qu'on essaie toujours de s'entourer de personnes qui nous font avancer. Puis c'est un peu le même principe au niveau des habitudes de vie. Qu'est-ce qui m'est utile en ce moment? Est-ce que d'aller voir 10 millions de niaiseries sur Facebook? Je ne critique pas Facebook, OK? J'ai un Facebook, je l'utilise peut-être de manière différente de certains, mais des fois, quand je suis trop de temps à aller lire des choses, puis je me questionne, ça me fait avancer quoi dans ma vie? Est-ce que ça m'éduque ou je le lis seulement pour me libérer l'esprit? Tant que ça, je vais prendre un livre qui peut m'amener un plus-value aussi. Fait que c'est toujours cet équilibre-là qui est difficile à voir. C'est la même chose au niveau de la consommation de l'alcool. Prendre une bière parce que tu aimes prendre une bière ou parce que ça te permet de relaxer un peu, peu importe la raison. Il y a une différence entre une puis plus se souvenir le lendemain que tu en as pris. Là. Ah, c'est sûr. C'est ça qui est un peu difficile. Mais encore une fois, c'est souvent avec l'expérience puis les moments où on va se planter, où on a des échecs qu'on réalise qu'en fin de compte, on a fait du surplace ou on a même pris un pas de recul. Effectivement. Écoute, Pascal, je suis content de notre entretien qu'on a aujourd'hui parce que, tu sais, il y a des grands principes que tu as amenés, notamment sur, par exemple, mettre le sport dans le calendrier, être capable d'avoir un horaire. Dans le fond, c'est de prendre en charge sa vie. Tu parlais de se choisir, de le partager avec les autres, puis de définir en quelque sorte nos propres objectifs. Là, tu viens de nous parler de saines habitudes de vie aussi, dans le fond, toute la notion d'équilibre. Mm-hmm. En terminant, aurais-tu un sport ou une façon d'intégrer, un petit truc magique là, pour intégrer le sport dans la vie quotidienne? Puis c'est peut-être une question que je te pose, peut-être plus pour moi personnel, parce que des fois, je trouve ça difficile de dire, bon, OK, oui, je vais le mettre à l'agenda, mais des fois, c'est le type de sport que je dois pratiquer n'est pas nécessairement à propos, n'est pas nécessairement le bon sport pour le type d'activité que je voudrais faire. Aurais-tu une activité ou un sport qu'on pourrait faire rapidement, qui s'intégrerait bien dans une vie quotidienne, puis qui pourrait changer en quelque sorte notre côté sédentaire qui est stimulé par le travail à distance? Je suis tellement content. Tu as tellement utilisé un beau mot dans ta dernière phrase. Là. Un beau mot. Ça dépend comment on le prend. Sédentaire, je vous dirais, c'est la pire chose qu'on peut s'infliger, c'est d'être inactif. C'est probablement ça qui se passe en ce moment. Déjà qu'on a une tendance vers l'inactivité de plus en plus, la sédentarité, donc le manque d'action. Puis la situation actuelle fait ça encore pire. Je crois que la première des choses, la plus simple, là, l'humain est conçu pour marcher. La première des choses à faire, si on veut commencer progressivement et installer quelque chose qui va rester, commencer à marcher régulièrement à tous les semaines. Quand ça est fait, après ça, tu te dis, bon, OK, moi, je marche à tous les semaines depuis X semaines. Donc, moi, je prends le temps pour faire une activité physique. Puis après ça, bien, quand tu t'as prouvé que tu es capable de prendre le temps, tu changes le contenu. C'est sûr que la majorité des élèves qui m'écoutent en ce moment et qui m'ont eu vont dire, bon, Pascal, il va nous parler de la course à pied. Oui, je vais vous parler de la course à pied. Moi, je cours parce que je manque de temps, comme plein de monde ici, et c'est facilitant. C'est drôle, c'est des mots qui reviennent dans les choses que j'ai dit tout à l'heure, mais je le fais parce que j'aime ça. Donc, la première des choses, c'est de choisir une activité que vous aimez, mais que vous savez que ça va vous apporter des bénéfices au niveau de votre santé aussi. Je suis très d'accord avec la marche, mais il vient un moment où vous êtes tellement compétent et tellement performant dans votre marche que si vous voulez amener ça à un niveau supérieur, il faut augmenter le niveau d'intensité. Je crois que la course à pied peut être une solution quand c'est amené de manière progressive, de manière intelligente et encore mieux d'être encadré par des gens qui s'y connaissent aussi. Ça peut faire un bon travail, mais c'est surtout de se respecter dans la progression. Parce que si vous essayez d'aller trop vite, aujourd'hui, on essaie de toujours aller trop vite, vous allez être découragé, puis c'est des choses qui ne resteront pas. Fait que si j'avais un conseil à te donner aujourd'hui, réintroduis la marche 3 à 4 fois par semaine, Benoît, puis quand ça va être stabilisé, bien, on s'en reparle sur des choses
un petit peu plus intense et tout dépendant du type d'individu que tu es, bien, peut-être que toi, tu as la motivation pour faire des choses toute seule dans ton sous-sol ou peut-être que toi, tu as besoin d'un groupe par rapport à ça. Tu sais, la solution miracle, l'activité miracle, des fois, il faut en essayer plusieurs pour venir qu'accrocher sur quelque chose. Mais mets tes bottes, habille-toi un petit peu, puis sors dehors, puis en 1 minute, ton activité est commencée. Là. Tu peux faire la durée que tu veux. Et on a tellement des belles conditions. On a 4 saisons au Québec. Moi, j'adore l'hiver parce que je vis avec l'hiver. Donc, c'est peut-être aussi l'aspect pervers de la situation actuelle. C'est que les gens, alors que c'est fou comment il y a du monde maintenant qui marche au Vieux-Port, au Parc Rivière-du-Moulin, pour ceux qui sont à Ville-Saguenay, là, ça a relancé une dynamique que j'espère qu'il va rester. Oui, puis cette dynamique-là, écoute, dans le temps des fêtes, dans la période des fêtes, je me suis mis justement à marcher avec ma conjointe qui, elle, marchait déjà depuis un bout de temps. Puis je te raconte une petite anecdote. On avait marché peut-être en une semaine, on a fait peut-être 4 sorties. Puis à la 5e sortie, on va se stationner dans le coin de Rivière-au-Sable et on commence à marcher. Puis là, on était rendu à 5 km. Puis je disais à ma conjointe, je dis, on se retourne-tu à la maison? Tu sais, on s'en allait à la maison à pied. Tu sais. Puis j'habite à Arvida. Donc, on a fait 10 km. Puis après ça, on a pris la voiture. On est allé rechercher l'autre voiture. Puis là, ça a lancé une séquence de marche de 10 km pendant la période des fêtes. Un rythme qu'on a quand même tenu au moins 3 fois par semaine jusqu'au début de la session. Au début de la session, là, ma conjointe, elle a continué. Moi, je suis comme tombé bien dans le jus avec le cégep, tout ça. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire juste une sortie par semaine. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, quand tu disais commence par une activité, justement, j'ai recommencé avec la marche dans le temps des fêtes. Là, ça m'a ramené à la semaine dernière avec la réouverture des gyms. L'an dernier, je m'étais entraîné en l'entraînement de boxe au club de boxe Chicoutimi. Puis j'ai décidé d'y aller 1 fois par semaine. Tu sais, comme c'est restrictif, tout ça, cet entraînement-là me motive à bouger. Donc, je me suis dit, je ne pourrais pas m'entraîner 3-4 fois par semaine au gym comme je faisais l'an dernier, mais je vais y aller juste 1 fois pour taper d'un sac puis vivre un peu un semblant d'entraînement de ça. Puis ça va me donner une raison de plus de sortir dans la semaine pour faire une marche. Ça va me donner une raison de plus de peut-être faire un petit training de 20 minutes, là, abdos, entraînement physique dans la cuisine à la maison. Fait que, tu sais, tu vois, là, dans ce que tu as dit, là, ça m'a fait comme dire, oui, effectivement, là, je suis comme parti du bon bord. Puis, et puis là, ça s'intègre bien aussi physiquement parce que, tu sais, j'étais comme retombé sédentaire avant les fêtes. Mais puis là, je me disais, crime, quand je m'entraînais pour la boxe, j'avais tout le temps mal au corps. Je n'étais jamais capable de reprendre le dessus. Tu sais, j'avais tout le temps une douleur à quelque part. Et là, tu vois, là, ça s'est intégré. Là, je suis comme dans la 2e semaine. Demain, je vais y retourner pour mon autre entraînement. Mais tu sais, j'y vais, mon corps s'est rétabli. Je me suis pas trop fait mal, mais je suis comme en mode, bon, on se remet on essaie de perdre quelques livres pour se préparer pour la saison estivale. Yes. Pascal, sérieusement, là, merci pour l'entretien qu'on a eu aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. C'est pas toujours évident avec nos horaires d'enseignement puis avec notre travail de placer ça à l'horaire, mais tu as pris le temps de parler à nos étudiants, de parler à notre communauté. Je te remercie vraiment. Et je te laisserai un petit mot de la fin si tu veux nous adresser quelques mots pour compléter notre entrevue, mon cher Pascal. Écoute, moi, j'irais juste compléter ce que tu viens de dire. Si tu savais, Benoît, comment ça m'a fait plaisir que tu me poses, que tu m'invites à participer à cette entrevue-là, parce que à toutes les sessions, je m'adresse aux élèves, là, vous me rappelez pourquoi j'enseigne. Puis si ce podcast-là peut vous aider un petit peu, malgré qu'on essaie de vous accompagner le plus possible dans nos cours d'éducation physique, si ça peut vous aider à vous lancer, bien, n'hésitez pas à poser des questions, contactez vos profs, allez chercher des ressources. Là, on est là pour vous accompagner à ce niveau-là. Puis, enlevez-vous la pression de performer. OK? Moi, je vois quelqu'un qui marche dans la rue. Bien, je vois quelqu'un qui marche dans la rue. Je ne vois pas quelqu'un qui est assis dans son divan. Fait que, arrêtez de tout le temps évaluer ce que vous faites. Puis encore une fois, soyez fiers du temps que vous investissez parce que vous nous prouvez que vous êtes au centre de votre vie.
Donc, merci beaucoup, Pascal, pour ce message si inspirant qui nous dirige vers une vie active et de saines habitudes de vie. Écoutez, la semaine prochaine, c'est relâche. Par contre, il n'y aura pas de relâche pour Ben Lala. On va vous présenter un épisode spécial sur la fiscalité étudiante. Donc, soyez à l'écoute. Même si c'est la relâche, je vous le dis, là, c'est la période des impôts qui commence. Et pour les étudiants qui se posent la question, bon, qu'est-ce que je fais avec la PCU étudiante? Qu'est-ce que je fais avec mes revenus? C'est le temps de faire les déclarations d'impôts. La semaine prochaine, j'ai un invité très spécial qui va vous parler du sujet, qui va permettre de démystifier tout ça. Et il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Si vous avez apprécié, je vous invite à aller cliquer j'aime sur notre page Facebook Ben Lala Balado et bien sûr à nous suivre sur notre site web benlala.ca. Merci. Salut, bye.